Cerno. Épisode 97. Alice, il y a quelques années, en fait, quand on a fait connaissance dans l'immeuble, Ouais. d'abord on s'est croisés sans se dire bonjour. Enfin, si on se disait bonjour, Oh, t'exagères, t'es dur comme tu Oui. crois qu'on se disait mais pas. sans trop se parler. Oui, non, sans trop se parler. Un peu par timidité. Je pense qu'il y avait de la timidité. Pas de mon côté en tout cas. Du mien aussi. Ça va. Et après, quand t'as découvert que je faisais un podcast, tu m'as dit que t'étais né rue Bayou. Ah oui, c'est vrai. Il y avait eu un meurtre, Bayou, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Cette nuit, j'ai rêvé de Thierry Paulin. C'était un assassin, c'était un tueur. Hein. Bah oui. Pour moi, c'était pas normal. On était dans un véritable drame. La nuit et la drogue sont leur univers. Mais qu'est-ce qu'ils vont pas inventer pour culpabiliser les PD? Je voulais vivre, c'est tout. Je vais aller me faire un café. Non, c'est pas possible, il faut arrêter. Je te rappelle qu'on est dans un cimetière. J'adore ça. Il y a des gens qui savent capter des choses que d'autres ne captent pas. Ouais, c'est Danick. C'est une enquête de détective. Ah non. C'est une anti-enquête. Ah, ok. Je raconte ma vie comme d'habitude. C'est des choses importantes. Cerno. Il est pas beau de physique, hein, mais il est beau de cœur. 3, 2, 1. Est-ce que tu peux te décrire Ouais. physiquement? Physiquement, voilà, très bien. Je suis pas très grande. Plutôt souriante. Ah, c'est pas facile, hein, l'exercice. Avec d'immenses yeux verts. Ah ouais, oui, j'ai des grands yeux. Ouais, je suis née rue Bayou jusqu'à mes 2 ans, on y habitait avec ma famille. À l'époque, j'avais essayé de demander du coup à ma mère si elle avait des souvenirs si elle avait ouï dire d'un meurtre par le passé, parce que je pense qu'ils y étaient à peu près à cette époque. Parce que nous, on était au 13, je me rappelle plus, tu sais où c'était, tu te rappelles à quel numéro dans la rue Bayou où c'était le meurtre? Oui, le meurtre a eu lieu au 12. Ah oui, c'est ça, ouais, donc c'était vraiment en face, quoi. Vous étiez à quel étage? On était au 7e et dernier étage sans ascenseur. Ma mère avait hérité d'une petite chambre de bonne au décès de son père. Ensuite, mon père l'avait rejoint, je crois, il avait acheté la chambre à côté. Puis un jour, un autre décès dans la famille, comme c'est souvent comme ça. Et ils avaient acheté la 3e petite chambre de bonne, ce qui avait fait un petit appart assez minus, mais je crois quand même assez cosy. Et du coup, on a vécu là-dedans à 4 avant qu'on bouge en banlieue. À Bourg-la-Reine, dans le 92, banlieue sud. Donc t'as aucun souvenir, toi, de la rue Bayou? Bah non, mais malheureusement, non. J'ai pas de souvenir de cette rue Bayou. Non, et puis c'est toujours pareil. Alors après, j'ai vu les photos, donc je vois des ambiances, je vois des couleurs, mais ça vient pas de moi. Je pense que ça vient de la mémoire que je me suis fabriquée avec les photos que j'ai pu voir, quoi. Mais non, j'ai pas de souvenir. Je crois qu'on y était tous un peu entassés et que c'était un peu genre chaque chose à sa place pour que tout s'emboîte parfaitement, que paf, le lit passe exactement au-dessus du canapé ou ce genre de choses. Mais C'est là que t'as été conçue? ouais. Dans ce petit appart, je sais plus, mais je crois que tout était un peu, c'était complicado pour avoir chacun sa chambre pour soi, quoi. Dans cet petit endroit, mais qui avait l'air charmant. J'ai un peu une ambiance jaune en tête, mais est-ce parce que les photos ont vieilli et que, du coup, C'est joli. voilà, ça fait un peu sépia. C'était en quelle année? Bah du coup, moi je suis née en 90, donc c'était en 90, et ma mère a dû y aller pas mal de temps avant, 75, un truc comme ça, je sais pas. Elle a dû arriver dans cet appart. Donc ils étaient là le jour du crime? Bah sans doute, tu te rappelles l'année exacte, toi, 80 ou... C'était en janvier 86. Torture, coups de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique, absorption de liquide vaisselle. Il filait ses victimes jusque chez elles. Qu'est-ce qu'on t'a raconté sur la rue Bayou? Ça avait l'air d'être une petite rue charmante. Alors, j'y suis repassée en fait, à vrai dire, moi-même aussi. Par curiosité? Par curiosité, et puis un peu par hasard aussi. Il y a peut-être 2-3 ans, je suis tombée sur cette rue, je crois, et je me suis dit, ah, mais c'est la rue Bayou en fait. Elle m'a paru plus calme que ce qu'on m'avait pu me raconter. Enfin, comme on me racontait toujours la rue Bayou à côté d'Alésia, j'avais toujours la grosse place d'Alésia en tête avec son énorme rond-point. Mais du coup, quand j'y suis arrivée, je me suis dit, bon, mais dis donc, ça avait l'air charmant et tranquille après ma foi ici. Comment tu te représentes tes parents, leur vie? Ça te fait quoi, en fait, de penser à cette période-là
où t'as été conçu. Voilà, tu vois, est-ce que t'étais l'enfant de l'amour? Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ces moments de vie où il y a rien qui est simple, mais il y a tout qui est possible. On est jeune, et je pense que la jeunesse, ça permet quand même pas mal de choses. Là, tu parles de tes parents. Ouais. Enfin, ils avaient quand même un petit côté post-68 art, en tout cas mon père, et un peu hippie, on va dire. Je sais que mon père, à ce moment-là, je pense qu'il avait les cheveux très longs, une énorme barbe, une grosse moustache. Ma mère avait les cheveux très longs aussi, avec des sortes de grandes chemises et des grandes jupes un peu à volant. Je sais que ma mère faisait beaucoup de mosaïques. Si, ça, on me l'a raconté, tiens, dans l'appart. Dans la salle de bain, je crois qu'il y avait un plafond étoilé. Je crois qu'elle avait fait, ou un ciel, un truc comme ça. Ils étaient un peu bohèmes. Ouais, mais je sais aussi que ma mère avait toujours rêvé d'une baignoire et que du coup, elle avait dans ce petit appart mis quand même une baignoire, mais qui était une sorte de bac en bois qui se vidait pas complètement. Donc du coup, il fallait qu'elle le vide à la main en allant racler au fond de la baignoire, mais que c'était quand même le luxe et le confort d'avoir une baignoire, de pouvoir se prendre un petit bain dans un truc, je sais pas combien ça devait faire, 1 mètre carré. Et mon père a toujours été très motard et très mécanicien, donc je crois qu'à cette époque-là, dans cet appart aussi, il y avait pas mal de pièces de moto qui traînaient ou des outils, en tout cas, ce genre de choses. Ouais, j'imagine un truc assez insouciant, dans l'air de cette époque, en tout cas, à la rue Bayou, mais assez chaleureux quand même. Enfin, c'est peut-être pour ça que j'ai cette lumière jaune en tête, mais j'imagine un truc assez... où on s'y sent bien, un peu comme dans cette cuisine orange, peut-être. Ah, on est bien ici. C'est peut-être pour ça que j'ai pas envie de partir, c'est pour l'orange de la cuisine. On a toujours été bien dans cette cuisine. Mais oui, cette cuisine, elle a Almodovar, elle a toujours... J'ai toujours dit qu'il fallait faire des grands films là-dedans. Ils s'aimaient, tes parents? Ouais, je pense qu'il y a eu... il y a eu en tout cas une histoire d'amour au début. Ils avaient 10 ans d'écart, donc ma mère était en début d'études d'architecture. Je crois qu'elle est rentrée assez tôt aux Beaux-Arts de Paris. Elle avait 17 ans et mon père en avait donc 27, 10 de plus. Et je sais que mon père était une sorte de gros motard qui faisait un peu... Il y avait toutes les nanas qui étaient autour de lui, tout ça. Et qui était un peu impressionnant. Puis ma mère était une petite jeune femme très timide et très réservée. Et après, ouais, ils ont été, j'imagine, amoureux. J'ai l'impression que ça te rend triste, ma question. Peut-être. Hein. Peut-être. En fait, c'est toujours triste de se dire est-ce que mes parents se sont aimés et s'ils se sont pas aimés, est-ce que c'est un truc que t'as envie d'admettre? Est-ce que c'est quelque chose que t'as envie de dire avec des mots? Si, enfin en tout cas il y a toujours un lien qui unit les deux personnes. Enfin, et là, je pense qu'il y a eu un lien assez fort qui les a unis à un moment de leur vie, dans tous les cas. Je sais pas si vers la fin, pour le coup, ils étaient toujours autant amoureux. Je pense qu'il y avait toujours un attachement. Est-ce qu'ils ont fini par divorcer? Non, mon père, il est décédé il y a 15 ans, un truc comme ça. Mais c'était un moment où c'était un peu en tension et où du coup, il y avait déjà... des questions, je pense, qui venaient des deux côtés. Mon père était parti en gros faire un voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle, histoire d'être seul avec lui-même et pas pour une histoire religieuse, pas pour une histoire spirituelle, et essayer de se retrouver un peu seul avec lui-même. Il venait d'arriver à la retraite, il supportait plus trop l'idée d'être à la maison avec 2 nanas à la maison. Enfin, ça créait pas mal de tensions. Donc du coup, je pense qu'il est parti un peu comme un salut en se disant « Ok, je sens que c'est en train de vriller dans quelque chose qui nous correspond pas à tous en termes de relations qu'on a les uns envers les autres. Donc, je pense que c'est à moi de partir pour 3 mois. Enfin, il y avait un objectif. Mmh. Donc, je pense qu'il a eu raison de faire ça. Et il a beaucoup préparé ce voyage pendant 1 an. Il a beaucoup fait ce voyage sans le faire, en l'anticipant, en le préparant, Et donc, en fait, il est décédé sur la route au bout du 3e jour, donc assez rapidement au final. Heureusement, il l'a entamé. Mais du coup, ça a été quand même un moment où il a pu, avant, faire ses adieux, parce qu'il savait qu'il partait 3 mois, donc il a pu faire ses adieux à sa famille, à nous, à ses amis. Et comment il est mort? Il a eu une dissection de l'aorte, donc il est tombé sur la route, et des gens l'ont ramassé, il a été à l'hôpital, il a été conscient...
Et ils savaient globalement qu'il était en train de mourir, mais les gens étaient plutôt rassurants à ce moment-là. Ils ont dit à ma mère de venir en urgence. Il était à Saintes à cette époque-là, à ce moment-là. Et puis en fait, quand elle est arrivée, il avait juste gardé branché, histoire de faire un semblant de vie. Et il était jeune ? Il était jeune, oui, et 63. Mais je sais que ma mère et mon père, la veille du départ de mon père, ils sont allés se faire un resto tous les deux et qu'ils ont refait un peu un bilan de vie et qu'ils se sont aussi dit qu'ils étaient heureux d'avoir eu de beaux enfants et qu'ils étaient contents d'avoir accompli ça ensemble et que ça a été quand même... du coup, pour eux, Enfin, ils se sont dit ça, et je sais que ça a été... je pense que pour ma mère aussi, ça a été chouette même d'avoir quand même cette conclusion heureuse. T'as des larmes sur tes grands yeux verts. Oui. Et du coup, t'avais 17 ans, toi, quand il est mort. 17, c'est ça. Je venais juste d'avoir 17 ans. Et comme l'année de mes 16 ans avait été quand même compliquée, avec beaucoup de tensions, parce que difficulté, moi, à pouvoir m'affirmer face à mon père et à trouver mon identité et savoir qui j'avais envie d'être et quelle manière j'avais envie d'être auprès des autres. Ça a quand même été à la fois une grande tristesse, parce que de perdre un être cher, et aussi un moment de libération et de me dire en fait je vais pouvoir finalement vivre ma vie et être qui j'ai envie d'être. Donc c'est entre guillemets heureux qu'on ait pu se quitter en s'aimant. Je pense que c'était en fait un bon moment pour nous deux de partir un peu avant qu'il y ait trop d'amertume entre nous. Tu te cherches toujours, Alice ? Ouais, c'est fou, hein. Ouais, quand même. J'ai quand même trouvé pas mal de choses ces dernières années. Est-ce que ton spectacle, il raconte ça aussi ? Ouais, il raconte le fait qu'on a un peu tous une place quelque part et qu'il faut juste... au fond de nous, on sait à peu près où on doit aller et qu'il faut juste oser y aller. Mais oui, c'est quelqu'un qui se cherche dans tous les cas dans mon spectacle. Mais ça avance, et puis au fur et à mesure, j'ai l'impression de préciser un peu qui je suis. Enfin, en tout cas, je sais de plus en plus ce dont j'ai envie et ce dont j'ai pas envie. Je sais pas si c'est comme ça qu'on se définit, mais au moins ça aide à savoir vers où on va. Ouais. En tout cas, t'es une enfant de cette rue Bayou. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a du romantisme dans cette description de la rue Bayou. Ouais. En tout cas, il y a peut-être un truc narratif à raconter. Ouais. On a envie de l'inscrire dans un contexte, dans une narration. Oui, ça peut être le début d'une histoire. C'est un beau décor, en tout cas, pour créer une histoire. L'endroit où on est né, à mon avis, c'est presque un mythe pour nous. Oui. C'est fondateur, quoi. Ouais. Oui, et c'est quelque chose qu'on romance parce que on nous a dit des choses, on nous a dit ce qu'on a voulu en dire. Nous, on a gardé des impressions. Donc, évidemment, on a fait un boogie-boulga de tout ça et on a gardé... une sorte de mise en scène dans lequel on projette tout ce passé. Donc c'est vrai qu'il y a un décor qui est assez installé, je vois les protagonistes, je vois à peu près les liens qui les unissent et quels sont leurs rapports intimes. J'ai l'impression que c'est un moment heureux, en tout cas, ce moment de la rue Bayou. Ta mère s'appelle Martine. Ouais. Comment tu le sais, je te l'ai dit, qu'elle s'appelle Martine ? Non, je vais te montrer un truc. J'ai consulté les annuaires de l'époque. Donc là, on est au numéro 12. C'est l'endroit où la dame a été tuée. La victime s'appelait André Ladan. D'accord. Voilà son numéro de téléphone. Okay. Et juste en dessous, au 13, on voit Lobel Martine. Non, c'est le nom de ta mère. C'est ma maman. Ah ouais, bien joué. C'est marrant qu'elle soit sur la même feuille. Donc en fait, il y a deux choses qui me troublent dans cette histoire. C'est que on voit le nom de la victime et ton nom juste à côté. Et dans ce même appartement, en fait, il y a quelque part, tu vis 3 étages au-dessus de là où vivait un des protagonistes de l'affaire. Ouais,
Donc t'étais indirectement relié à cette affaire. C'est vrai que c'est marrant. Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression de cohabiter avec l'affaire de génération en génération. On se passe le flambeau. Sans s'en douter, parce que personne n'a rien vu, personne ne savait rien. Si je t'avais pas parlé de ça, tu n'aurais jamais su. Bah ouais, c'est pour ça qu'il faut créer plus de liens entre les gens au sein de ces immeubles. Essayer de se parler les uns les autres. On va où quand on meurt ? Alors j'ai plusieurs théories. Non, je me dis quand même que tant qu'il y a des gens qui pensent à nous sur Terre, on continue de vivre quelque part, on continue de garder un lien avec les gens qui sont vivants, puis au moment où il y a tout le monde qui nous a oubliés, on disparaît complètement. Mais je me dis pas qu'il y a autre chose, je me dis juste que on appréhende ce même monde d'une autre manière, donc on peut l'appeler ça comme on veut, mais ils sont toujours un peu là quelque part, mais juste... Ouais, je sais pas si on va si loin que ça. En tout cas, moi je pense toujours à cette victime, Ouais. André Jeskov Vladan, et je me dis que peut-être tes parents l'ont croisé sans le savoir. Mais c'est fort probable. C'est fort probable qu'il ait... Sans qu'ils le sachent. Sans le savoir, ouais. En tout cas, leurs vies se sont croisées sans doute de mille manières, comme nous, on a pu se croiser au début dans l'immeuble sans trop se parler. C'est une sorte de voisinage, tout ça. Une sorte de voisinage. Ouais, en tout cas, ils ont sans doute dû se croiser ou s'apercevoir par les fenêtres s'ils étaient voisins d'en face à peu près. Tu sais à quel étage c'était aux rues ? Non, pas du tout. Ah ouais. Puis en plus, comme mon père avait une sorte de grosse moto bruyante BMW, j'imagine que c'est le genre de son, tu sais, les sons de voisinage qu'on connaît par cœur, comme ce chat qu'on a dans la cour qui pleurait. Enfin, il y a des bruits comme ça qui font partie de notre vocabulaire au bout d'un moment parce qu'on les a tellement entendus que... Donc je me dis que cette vieille dame, elle a dû entendre le vrombrissement de la moto de mon père pendant plusieurs années et te dire « Ah, il y a l'autre con qui est en train de partir » ou j'en sais rien. Peut-être qu'il l'a dérangé. Peut-être qu'il a dérangé par ce bruit ou j'en sais rien. Ou peut-être pas. Je voudrais te demander quelque chose. Vas-y. J'aimerais que tu me présentes ta mère. Ma mère, c'est quelqu'un de super. Non, mais j'aimerais que tu me la présentes. J'aimerais la rencontrer. Tu veux la rencontrer ? Ah ouais, grave. Ça fait partie de mon enquête, en fait. Comment dire ? Vous débarquez un peu dans mon enquête quelque part. Tu vois ? Surprise. Il y a un café rue Bayou, à l'angle de la rue des Plantes. D'accord. On pourrait se retrouver là. Eh ben, je vais lui proposer. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je crois que je vais aller prendre mes flyers et je vais aller tracter en terrasse. Et pourquoi comédienne ? Évidemment pour qu'on me regarde. Évidemment pour être aimée. Et pour l'instant, je trouve que c'est ça qui me fait le plus de bien. Enfin, je sais que j'ai pas envie de pas être aimée. C'est plutôt ça. Donc j'ai rarement envie de je me mets rarement en colère, j'ai rarement envie de... Je suis rarement en contre. Mais j'essaie d'apprendre à dire un peu plus non, ou à poser un peu plus mes limites, à me dire écoute, c'est pas grave. C'est pas grave si la personne est déçue, c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'elle t'aimera pas pour autant. T'as quelqu'un dans ta vie ? Non. Non. Il est délicieux ton thé. Ah, tu vois, on y vient enfin. Bon, merci beaucoup Alice. Merci Julien. J'étais contente de devoir être passée cet après-midi avec toi. Au plaisir. Ouais. Je rentre chez moi. Alors, je viens de recevoir un message de Julia. Julia, c'est une auditrice que les contributeurs au Patreon connaissent bien parce qu'elle m'aide à enquêter, souvent aux côtés de Lisa Doll. Et alors, je vous avais parlé dans un épisode précédent du docteur Micheline Vinvignol qui avait constaté le décès d'André Jeskov, rue Bayou. Je lui avais écrit une lettre afin de la rencontrer et j'ai pas eu de réponse. Alors Julia m'a proposé de l'appeler. J'écoute son message. Coucou Julien, alors tu m'avais dit avoir envoyé une lettre au docteur Micheline Vinvignol à Randan et tu m'avais donné son numéro de téléphone fixe. Donc après mon déjeuner, j'ai appelé. Je lui ai dit le but de mon appel et s'est énervée direct. Elle m'a dit, je cite, « J'ai bien reçu la lettre. Si je n'y ai pas répondu, c'est qu'il y a une raison. Je vois très bien de quoi il s'agit. Je suis liée au secret professionnel.
Ça me l'a répété plusieurs fois, le secret professionnel. Bref, j'ai pas pu placer un mot quasiment et elle a raccroché au nez. Donc réaction très 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 violente et étrange aussi, je trouve. Tu vois, on voulait pas connaître les détails du corps de la victime, ni même l'état de santé. Elle aurait pu juste par mémoire de son ancienne patiente nous parler d'elle, nous la décrire. C'est ce que tu cherches. Mais non, elle voulait plus du tout avoir affaire à cette histoire. Mais tu vois, pour moi, on a mis le doigt sur un point délicat. Parce que malgré tout, je trouve sa réaction intéressante. D'après moi, encore une fois, elle est gênée par quelque chose. Par quelque chose, mais quoi? Et pourquoi cette violence? Pour moi, c'est la répercussion directe de la violence du crime. La violence génère de la violence. Et si on n'essaie pas de la désamorcer, elle continuera de se propager pendant des années, voire des décennies. Et j'imagine que le docteur Vigne-Vignol, à l'époque, a dû agir avec professionnalisme. Elle a constaté le décès de sa patiente, André Geskov, pendant de nombreuses minutes ou quelques heures. Elle s'est trouvée sur la scène du crime, une scène violente. Peut-être que la violence qu'elle a éprouvée à ce moment-là, elle l'a mise sous le tapis pendant les 30 dernières années. Et cette violence a probablement été réveillée par l'appel de Julia. La pauvre, elle s'en est pris plein la figure. Alors qu'elle n'y est bien sûr pour rien. À présent, je vais aller chercher mon vélo, parce que j'ai un rendez-vous qui va certainement vous surprendre. La nuit et la drogue sont leur univers, une vie dissolue pour oublier leur propre solitude et leur propre dérive. 3, 2, 1. C'est la fin de l'après-midi. Je suis de retour chez Lisa Doll, qui a finalement accepté de me raconter son secret. Salut, c'est Julien. Salut. Ça va? Ouais. Tu veux boire quelque chose? Tu as soif? Ah ouais. Qu'est-ce que tu veux? Ah d'accord, regarde. Je sais que tu aimes les jus bizarres. Donc j'adore. celui-là, c'est orange, carotte, ananas, mangue, gingembre. Oui, ah oui, super. Voilà, je me suis dit, je t'ai pas pris le jus d'orange classique. Merci. Alors toi, Lisa, tu t'es retrouvée veuve à 34 ans. Oui, c'est ça. Et tu me disais que tu avais appris que il y avait eu un gros problème de mensonge. Oui. Alors, tu sais bien qu'au départ, je voulais pas t'en parler, mais là, je vais en parler. C'est pas facile pour moi parce que si tu veux, moi-même, je voulais pas te le dire parce que j'ai pas envie que ça soit mal interprété. Tu comprends? À suivre. Je te le dis à toi. Tu voulais la fin de l'histoire. Je te la raconte. Alors, c'était l'interview de monsieur Moi, Julien. Julien. Merci d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos aventures. Bisous, hein. Coquin.